La Vierge, assise sur les genoux de sainte Anne, sa mère. C'est un des tableaux les plus ambitieux de Léonard de Vinci, qu'il a commencé vers 1500, en même temps que la Joconde, et qui n'a cessé de le reprendre jusqu'à sa mort en 1519, date à laquelle le tableau est toujours en partie inachevé. En mars 2011, le tableau, vieux de 5 siècles, s'apprête à rentrer en soins intensifs. Une opération dont les préparatifs ont commencé 3 ans plus tôt. Je viens souvent dans la Grande Galerie pour voir un petit peu comment les gens réagissent face au Léonard. Les gens s'y arrêtent mais sont vraiment décontenancés par l'état de ce tableau, par le fait qu'il soit aujourd'hui très, très difficilement visible, compréhensible. C'est un tableau qu'on ne comprend pas parce qu'évidemment personne n'a ces taches comme ça sur la tête d'une façon aussi criante, ni sur des vêtements, c'est bizarre. Et on est attiré par ça et on ne voit plus ce qui fait vraiment l'intérêt de ce tableau-là. C'est comme si la Vierge avait fait un festin et avait mangé salement et s'était fait toutes ces taches de gras, c'est abominable. Bon. J'ai même eu une discussion avec de jeunes étudiants d'histoire de l'art qui pensaient que, en fait, toutes ces taches sur le vêtement de Sainte Anne, c'était voulu. Ça faisait partie, c'était des motifs, bon, un petit peu difficiles à comprendre, de la robe de la Vierge. C'est fou de se dire ça. C'est incroyable. Hein. Ces taches n'appartiennent pas à la peinture originale de Léonard, ce qu'on appelle la couche picturale. Ce sont des repeints, des touches de peinture appliquées par les restaurateurs pour masquer tous les petits accidents que le tableau a connus au fil des siècles. L'accident initial ne mesure la plupart du temps qu'1 millimètre. On le recouvre avec un petit repeint, invisible au moment de son application. Mais celui-ci s'altère en quelques décennies et finit par former une tache, qu'on cache avec un nouveau repeint, un peu plus grand, qui s'altère à son tour, et ainsi de suite. On trouve sur le tableau jusqu'à 4 ou 5 repeints superposés, dont le dernier est 10 fois plus grand que la lacune d'origine. Moins spectaculaire, mais tout aussi grave, des soulèvements de la couche picturale provoqués par endroits par une contraction du panneau de bois sur lequel le tableau est peint. Une intervention s'impose. Le 9 septembre 2008, le tableau est décroché. C'est le tout premier acte d'un grand chantier. Et tout de suite une belle surprise. Au dos du panneau de bois, les conservateurs découvrent presque par hasard des dessins à peine visibles à l'œil nu, ignorés de tous pendant 5 siècles, et peut-être de la main même de Léonard de Vinci. Ici, un œil là, c'est ça, et un autre ici. Oui, à ce moment-là, vous avez un autre dessin là-bas, de l'autre côté. Là. La découverte est d'autant plus surprenante que le tableau, chef-d'œuvre prestigieux des collections royales puis nationales, a toujours fait l'objet des plus grands soins. Pendant des siècles, on l'a verni et reverni, maquillant les lacunes pour qu'il présente bien. Les problèmes posés par l'accumulation de ces couches d'intervention cosmétique ont été diagnostiqués dès le début des années 90. Et on a alors envisagé d'en libérer le tableau par un nettoyage en profondeur. Mais les moyens techniques de l'époque n'offraient pas toutes les garanties. Et surtout, il s'agissait de Léonard, le peintre qui rend fou, ou qui rend du moins difficile toute approche rationnelle. Une violente campagne de presse a dénoncé le projet comme sacrilège. Et malgré des essais prometteurs, il dut être abandonné.
Aujourd'hui, on reprend tout à zéro. D'où ce voyage dans les couloirs et les sous-sols du musée, jusqu'au laboratoire des musées de France, où le tableau va être étudié comme il ne l'a jamais encore été. Pendant 2 semaines, toutes les ressources de l'imagerie scientifique, de l'ultraviolet à l'infrarouge, permettent de scruter le tableau en profondeur, centimètre par centimètre. De ces centaines de clichés émerge l'image étonnante d'un tableau fantôme. Un fantôme tout en nuances et en finesse, dissimulé par l'épaisseur des vernis. Au revers du panneau, étudié avec le même soin, l'infrarouge permet enfin de voir clairement les dessins tout juste découverts. La tête d'un cheval, un enfant, la moitié d'un crâne. En juin 2009, le projet de restauration est pour la première fois rendu public, devant un groupe de spécialistes mondiaux de Léonard réunis au musée du Louvre. Il n'y a que 16 œuvres de Léonard attribuées avec quelques certitudes, dont 8 au Louvre, et seules quelques-unes jusqu'à présent ont été restaurées. C'est dire l'importance que revêt le projet pour toute la communauté des Léonardiens, par-delà les institutions et les frontières. Conscient de ces enjeux, le département des peintures invite une commission scientifique internationale à suivre la restauration. Ce sera tout au long du chantier un lieu d'échange et de débat, de partage de savoir et d'expérience. Una delle cose che mi angoscia particolarmente personalmente a me è la pulitura di questo abito blu. Questa è la cosa che per me personalmente come restauratrice ritengo una cosa assolutamente non facile, anche perché probabilmente hanno infierito nella pulitura e molto sarà stato portato via. A lei l'angoscia solo il blu? No, io sono angosciata anche per tutto il resto. No, il resto è un piacere. Cinzia Pasquali, la restauratrice choisie sur appel d'offres. Italienne vivant en France, elle a mené des chantiers d'exception comme la Galerie d'Apollon du Louvre et la Galerie des Glaces de Versailles. Allora, l'azzurro, ci sono menzioni nei documenti di archivio dove effettivamente può essere alterato, nel senso che se è stato pulito con delle soluzioni acide, quindi può essere anche alterato. Sulla tecnica effettivamente quello che si può leggere, ancora una volta vi prego di prendere col beneficio del dubbio quello che dico, nel senso che non ho ancora cominciato a lavorare, che siamo rimasti soli insieme solamente un'ora, troppo poco per avere una relazione intima. Lei ci starà sopra giornate e giornate così, tutta la giornata, tutta la notte si innamorerà del pittore, della pittura, insomma tutta una conquista, framentino per framentino, una gioia, guardi. J'aimerais porter un petit bémol dans tout cet optimisme et cette bonne humeur. Il s'agit d'un tableau et je suis très frappé encore en le regardant depuis plus d'une heure dans une très belle lumière, dont l'équilibre d'ensemble me semble admirable. J'ai très peur d'une restauration qui déséquilibrerait tout cela. Je suis très frappé par le ciel et évidemment son pommelage de vernis qui est très gênant. J'ai très peur, une fois tout cela égalisé, qu'on ait une grande zone bleu clair et très morte qui déséquilibre l'ensemble. Et le tableau tel qu'il est, avec ses disparités dues à l'inachèvement et à l'évolution de pigments probablement dans le manteau de la Vierge, je trouve que tel qu'il est,
Enfin, il me plaît bien, si je peux employer cette expression, pour le connaître comme ça depuis toujours. La demande du département, elle est très, très précise. C'est-à-dire qu'il y a d'une part cette question des repins virés, qui effectivement font une espèce de taches partout, particulièrement sur le manteau, qui sont extrêmement gênants. Et d'autre part, j'ai parlé des inégalités de vernis, c'est-à-dire du fait qu'à certains endroits, quand on regarde le tableau attentivement, et c'est pas forcément d'ailleurs seulement dans le ciel, on a vraiment des paquets, quoi. Voilà. Donc, moi, je vois plus ça comme une égalisation, si vous voulez, que comme un amincissement. Alors après, si j'ai fait allusion tout à l'heure au fait que il était accroché à côté d'autres tableaux qui ne seraient pas touchés, Je nous ai même pas donné cet argument. C'était un des arguments, mais j'aurais dû être un peu plus complet. C'est aussi parce qu'on sait que, comment dire, ce genre de tableau, les gens ont dans leur imaginaire un certain univers visuel, un certain univers poétique qui est lié à cet univers visuel, et que là, on est sur le fil du rasoir. Ça, je vous rejoins complètement. Par ailleurs, on a un des rares tableaux de Léonard avec de la couleur. Excusez-moi, c'est très frappant. Non, mais le bleu clair, le rose, le jaune du vêtement de la Vierge, ils sont toujours là. Après combien 5 siècles, et il y a une espèce de miracle d'un tableau qui nous est arrivé en très bel état. C'est un tableau sur lequel il y a un travail considérable, bien sûr, à faire, mais ce que je souhaiterais, moi, c'est que le regardant à 4 mètres, comme je le suis aujourd'hui, il reste le même. Alors que tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut débarrasser le tableau de ses taches, la commission se divise sur la question des vernis. La couche de vernis appliquée sur la peinture à l'huile permet à la fois d'en protéger la surface et d'en magnifier les couleurs. Mais ce vernis jaunit au contact de l'air. Et au fil du temps, les couches de vernis superposées, qui sur la Sainte-Anne atteignent près de 50 microns d'épaisseur, faussent totalement les coloris du tableau. Pire encore, à certains endroits, le vernis se craquelle de micro-fissures et devient opaque un peu comme un pare-brise fissuré. C'est ce qu'on appelle le chancy. Personne n'envisage d'enlever complètement les couches de vernis qui recouvrent le tableau. Ce serait trop risqué. Il s'agit uniquement de les amincir, en gardant toujours assez pour protéger la couche picturale. Mais amincir de combien ? Cette question ressurgit à chaque grande restauration. D'un côté, il y a ceux qui sont attachés à l'image du tableau tel qu'ils l'ont toujours connu et qui voudraient enlever le moins de vernis possible. De l'autre, ceux qui pensent qu'en amincissant plus, on verra mieux le vrai travail du peintre. C'est une question de goût et d'opinion, ne mettant pas en cause les techniques mises en œuvre qui sont aujourd'hui parfaitement maîtrisées. Pendant quelques mois, les mêmes gestes vont s'enchaîner dans le coin de l'atelier de restauration des musées de France où Cinzia Pasquali travaille. Dans un premier temps, le nettoyage est limité à une bande test traversant le tableau de bas en haut, tout en évitant les visages de la Vierge et de la Sainte-Anne, jugés plus fragiles par quelques membres de la commission. De même, par prudence, le département des peintures a décidé de commencer par un niveau d'allègement modéré. L'amincissement des vernis se fait au coton-tige, avec des solvants éprouvés et soigneusement dosés. La progression, que Cinzia Pasquali évalue à l'œil nu, se mesure en microns. C'est le vernis qui jaunit comme ça à l'extrémité de votre... Oui, absolument, c'est le vernis. Oui, vous voyez de quel couleur il est. Sur les niveaux de vernis que je laisse, c'est une appréciation à l'œil. Après, c'est contrôlé par un instrument qui mesure les microns, mais au départ, c'est une appréciation à l'œil. Alors, si je n'ai pas les plans derrière, j'ai risque d'en laisser trop ou d'en lever trop.
C'est pour ça que j'élargis à partie nettoyée à fur et à mesure, en fait. Pour avoir toujours le même niveau, essayer au moins. Sous l'effet des solvants, la surface du vernis devient terne et opaque, et il faut sans cesse repasser dessus avec du white spirit pour lui redonner transparence et brillance. Les taches sont traitées une à une à l'aide d'un gel spécial qui les désagrège. Une méthode qui permet de ne pas déborder du repeint lui-même. Pour les repeints les plus résistants, le gel ne suffit pas. Il faut les gratter au scalpel. C'est impressionnant, comme tout geste clinique, mais cela se passe loin de la couche picturale, à l'abri sous les vernis. Rapidement viennent les premières découvertes. Le bleu de la robe, qui éclate, et des traces, jusqu'alors invisibles, qui semblent montrer qu'à un moment donné, Léonard de Vinci a modifié les contours de la manche de Sainte-Anne. C'est ce qu'on appelle un repentir. Pour moi, ça et ça, c'est de la manche. Mais C'est très vous proche, voyez, ces trucs-là. moi, ça, je le vois plutôt comme celui-ci, vous voyez. Là, il y a un repentir, non? Dans cette zone-là? Oui, c'est Alors, possible. c'est un repentir où... À Parce que l'infrarouge, on le voit pas, ça? si, au fait, ça mord sous la manche. C'est que moi, je pense que c'est un repeint. Ouais, ça, le brun. Mais avec le temps et la multiplication des interventions, il devient parfois difficile de distinguer un repentir de Léonard d'un simple repeint de restaurateur. Ouais. Et le contour des yeux, là, alors, ce que l'on voit, c'est quoi? C'est des dessins sous-jacents ou c'est, Lesquels l'œil au-dessus, là, non? Celui Oui. qui est... Oui, Oui. c'est... Oui, regarde. Ah oui, oui, effectivement. Ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on retrouve le dessin seulement que... C'est magnifique. On le voit On le voit très moins bien, la parce ligne du nez aussi. Oui, On dirait qu'il a les yeux il n'y a marrons. pas là-haut. des vernis, oui. Oui, mais il a les yeux marrons par le vernis. Et effectivement, il est un peu roux. Hein. Oui. C'est Et un bizarre, peu- un Jésus tout roux. Moi, ce qui va me choquer maintenant, c'est que l'enfant est magnifique, le bleu est magnifique, la manche de Sainte-Anne aussi, mais du coup, le ciel est un peu plombé. Il est un peu, c'est un ciel de Paris pollué. Bah, déjà, les dernières lignes de montagne, elles sont perdues. Tout à fait. Ça, on les Parce perd. qu'elles sont très très claires. hein, Elles celles sont, du blanc. et puis elles sont imperceptibles. Il y a quelques petits accents. Mais dès que c'est un accent un peu plus petit, il est perdu. Oui. Alors que là, on perd tout. Ça, Ah bah c'était là, comme ça. oui, là c'est encore pire. Mais là, on voit qu'on pourrait aller récupérer davantage. Bah oui. J'en fais pas beaucoup, hein, des surfaces par jour, en fait. Au sein de la Commission internationale, la question de l'allègement des vernis reste une pomme de discorde. Alors que la majorité souhaite aller plus loin, une minorité continue à s'y opposer fortement. Le département des peintures décide de poursuivre à un niveau d'allègement modéré, mais étendu désormais à toute la surface du tableau, à l'exception toutefois du visage de la Sainte-Anne. Et donc, bon, ils sont d'avis un peu discordants. La majorité du comité souhaiterait avoir un niveau de nettoyage un peu plus poussé, avec un couche de vernis un peu plus aminci, pour retrouver effectivement plus de nuances. Toujours sans des vernis, hein, et toujours sous un amincissement et pas un enlèvement du vernis, bien sûr. Et de quoi ont peur ceux qui sont réticents? Je dirais plus que peur, c'est une évaluation déjà esthétique, puisque plus on amincit et plus on voit la gouche picturale et ses éventuelles altérations. Ils ont peur qu'après on a un ensemble un peu déséquilibré du fait qu'on voit certains
il peut y avoir des pigments qui se sont altérés ou des transparences accrues ou même certaines sources, ils parlent d'un tableau inachevé. Donc, ils ont peur après d'avoir des choses trop visibles, vous voyez, qu'on peut plus cacher au fait. Donc ils préfèrent garder une espèce de couche Oui, légèrement, un voile. un voile, tout à fait. Un voile qui n'est pas de Vinci. Qu'on se rende compte, juste en regardant, c'est ce que j'ai dégagé de la manche, combien les vernis cachent tout son travail. Il joue beaucoup avec les transparences, ça c'est vraiment quelque chose qui est typique de sa peinture. C'est beau, hein, manche. C'est magnifique. Vraiment, quand on voit c'est ce qu'on lève, je comprends pas qu'on puisse douter qu'il y a quelque chose de moche là-dessous. Mais bon. Contrairement à ce tableau français du XVIIIe siècle, en cours de restauration dans le même coin d'atelier, la Sainte-Anne s'avère être dans un état de conservation remarquable. C'est une très bonne surprise pour une œuvre qu'on a longtemps cru ruinée. Mais le nettoyage fait aussi réapparaître tous les accidents jusqu'alors cachés par les repeints et les vernis. Ces lacunes qui trouent la couche picturale dans la zone de la robe sont de différentes couleurs, blanche, rouge, noire. La couche picturale est en effet composée ici de couches de pigments superposés. Une couche blanche dite d'après, puis une couche de laque rouge, une couche de pigment noir et enfin le bleu lapis lazuli. Et selon la profondeur de la lacune, on voit apparaître l'une ou l'autre de ces couleurs. Les lacunes sont particulièrement nombreuses dans les ombres marquant les plis de la robe. C'est probablement dû au séchage très long de la laque rouge. Elle n'est pas encore sèche quand Léonard applique par-dessus la couche de noir qui lui permet de modeler les ombres du drapé sous la couche de bleu. Quand la laque finit par sécher, elle fissure les couches déjà sèches qui la recouvrent. On appelle cela des craquelures prématurées, par opposition aux craquelures dues au seul vieillissement. Je suis extrêmement ravi de ce visage-là, parce que il était quand même très repeint. Oui, mais comme l'enfant, j'ai peur que le fait que ce soit si beau, après, ils vont nous dire « mais ça suffit comme ça ». Donc, je vais essayer de faire du moche ailleurs, parce que justifier... Mais je pense que vraiment, là, on trouve vraiment très bien comme quand on passe d'ici à ça. Après, quand on voit ça, effectivement, on perd quand même encore beaucoup de choses, hein, même sous le visage. Oui, bien sûr, mais je pense que d'ailleurs, on aurait un tableau de n'importe qui comme ça, on dirait qu'il a besoin de restauration. Ouais. Là, on est dans un problème psychologique, hein, on n'est pas dans un problème... Non, non, c'est sûr. Si la Sainte-Anne doit encore attendre que vienne enfin son tour, c'est à cause du sfumato. Le sfumato, c'est ce traitement flou du contour des formes, si particulier à l'art de Léonard, que le visage de la Sainte-Anne a en commun avec celui de la Joconde. Selon quelques membres du comité, un amincissement trop prononcé des vernis risquerait de déséquilibrer ce traitement si subtil. Mais il ne faut pas confondre subtilité et fragilité. Le sfumato a très bien résisté au nettoyage fait par le passé, certains avec des produits aussi agressifs que l'urine de cheval. Et toutes les études prouvent que la couche picturale du visage de la Sainte-Anne est aussi solide que celle de n'importe quelle peinture à l'huile du XVIe siècle. La veille du 14 juillet,
l'interdit est enfin levé. Moi, j'ai toujours pensé que il devait peindre, évidemment avec des glacis très minces, comme on l'a dit, peut-être avec des petits points, comme on l'a dit, cette espèce de micro-divisionnisme, ok, pourquoi pas. Mais je pense qu'à un moment donné, dans la phase de séchage de sa peinture, il réutilise du solvant. Pour fondre. Pour fondre, exactement. Il repasse un tout petit peu d'essence dans sa peinture, à un certain stade du séchage, et ce qui évidemment fond la couche picturale, l'unifie. Mais il doit aussi beaucoup utiliser les frottines. Oui, parce que ça, en écrasant sa matière, pour qu'elle soit tellement mince. En effet, là, l'arcade sourcilière, c'est pas du solvant. Mais là, je pense à la joue, par exemple. C'est là. Voilà, c'est là aussi. Ça, c'est tellement. Ouais. Il est évident qu'il a des cuisines que tout le monde n'a pas. L'allègement des vernis sur le visage permet de dégager les repeints recouvrant la fente qui le traverse et de voir qu'elle est beaucoup plus mince qu'elle ne paraissait. La fente est due à un défaut initial d'une des 4 planches de peuplier formant le panneau. À la fin du XVIIIe siècle, pour des raisons inconnues, le panneau a été élargi par d'étroits rajouts des 2 côtés, sur lesquels on a prolongé tant bien que mal le paysage peint par Léonard. Ces rajouts ne sont pas restaurés, car ils seront, comme avant, cachés par le cadre. C'est lent, mais après, on sera coincé. L'allègement, toujours au niveau modéré, mais étendu désormais à tout le tableau, fait apparaître non seulement les couleurs, mais aussi des jeux de reflets, d'ombre et de lumière, jusqu'alors invisibles. Les couches de vernis superposées et jaunies cassent complètement le relief. Elles cachent en fait les rapports d'ombre et de lumière. Elles rendent tout homogène. Les ombres et les lumières ont l'air d'être au même niveau. Quand on allège un vernis, ça crée la profondeur, les plis réapparaissent, les ombres reviennent. Ici, on voit l'ombre portée du bras sur la cuisse de la Vierge. Et c'est ça qui donne du relief, du volume. Pour l'enfant, c'est assez phénoménal. Au cours de l'allègement, on l'a vu vraiment ressortir et devenir un vrai personnage avec beaucoup de volume. Tout ce modelé-là, il était complètement caché. Alors le paysage, j'en parle même pas, puisque le paysage, en réalité, les formes elles-mêmes des montagnes, et je dirais le mouvement général du paysage était complètement caché. Là, on a une ligne de montagne, toute la ligne supérieure de montagne. On en connaissait l'existence parce qu'en fait, grâce à l'imagerie scientifique, on voyait qu'il y avait une ligne de montagne là. Et dans les copies de la Sainte-Anne, on voyait aussi. Simplement, dans l'original, on ne le voyait pas. Là, l'allègement a permis de révéler un début parce qu'il y a encore beaucoup de vernis là, mais on a toute une ligne de montagne qui vient d'apparaître. Et c'est ça qui creuse complètement le paysage. Le paysage part en fait, il y a une sorte d'échappée des montagnes vers le fond à gauche. Et toute la subtilité de Léonard, c'est de rendre cette perspective atmosphérique admirable. En fait, il y a des mélanges absolument imperceptibles dans ce ciel de bleu lapis-lazuli et de blanc de plomb. C'est d'infimes changements de blanc, il met de temps en temps une note de bleu. La montagne se fond peu à peu complètement dans le ciel. Et ça, c'est vraiment un travail d'une infinie délicatesse et qui démontre aussi une infinie étude de la nature. On le voit dans les dessins des montagnes. Il a cherché à retrouver ça à son observation naturelle qu'il avait, l'observation optique, les études qu'il a pu faire sur l'optique, sur la perspective atmosphérique. Tout ça, on en a aujourd'hui la démonstration dans ce que l'on découvre. C'est vraiment, c'est plus qu'émouvant, c'est émouvant et éblouissant.
L'amincissement des vernis met aussi à jour de nouveaux indices sur la genèse et l'évolution d'une œuvre que Léonard n'a cessé de modifier pendant une vingtaine d'années. Au départ, vers l'an 1500, il a préparé ce qu'on appelle un carton, sa composition dessinée sur une feuille de papier de même taille que le tableau prévu, dont il a ensuite reporté les tracés sur son panneau de bois. Ce sont les traces de ce dessin initial que l'on voit maintenant apparaître sous le visage peint. De la copie la plus fidèle du carton original, disparue à Budapest pendant la Seconde Guerre mondiale, ne reste aujourd'hui que cette photographie et ce dessin datant du XVIIe siècle. Il montre qu'au départ, Léonard veut clairement marquer la différence d'âge entre la Vierge et sa mère par le traitement des coiffures. La jeune fille est tête nue, tandis que la sainte porte une lourde coiffe de tissu, une coiffe de matrone. Quelques années plus tard, vers 1508 probablement, il décide de moderniser sa composition en donnant à la Sainte-Anne une coiffure au goût du jour et un air plus jeune, comme en témoigne ce dessin copié par un de ses élèves. C'est la superposition de la version du dessin initial et de la version rajeunie que l'on découvre aujourd'hui. Son voile, ça serait ça et ça, en fait, ces deux-là. Quelque chose correspondant en fait à... Ben, un c'est celui-ci. C'est les deux qui Oui. débordent. L'autre, c'est celui-là. Oui. Et donc, ça, et à la limite, ça, c'est plutôt au ça. C'est plutôt quelque chose comme ça qu'on voit, mais qu'on n'aurait pas dû voir. Peut-être que c'est pour ça qu'il a rajouté ça. Parce que son truc-là était trop visible, hein, sur un fond clair, hein, son dessin préparé. Et du coup, en passant à ça, il s'est dit, mais il faut quand même que je cache mon ancien oui, mon parce que repentir. ça, c'était même pas un voile, c'était un tissu, en fait. Oui, c'était un tissu. On a changé voilà, vraiment oui. de... En même temps que la coiffure, Léonard pense modifier la robe de la Vierge, pour laquelle il imagine un étonnant drapé dont il nous reste cette étude de sa main. Le modelé sur la jambe se retrouve dans le tableau du Louvre, mais pas l'extraordinaire jeu de courbes et de plis du drapé à la taille, que l'on retrouve par contre tel quel dans une copie du tableau, faite à la même époque, dans l'atelier de Léonard et sous sa supervision. De même, le visage de la Sainte-Anne dans la copie reprend trait pour trait le dessin rajeuni. Ce que l'on sait de la pratique dans l'atelier de Léonard, c'est qu'il y a eu des assistants qui faisaient des copies, des versions de la Sainte-Anne. Mais la Sainte-Anne, c'était un vaste chantier qui était en cours, qui était une ébauche en réalité. Et donc, ces élèves dans l'atelier se sont fondés non seulement sur le tableau qu'ils voyaient, mais sur cette ébauche, hein, donc qui était parfois assez informe, mais aussi sur tous les dessins que Léonard avait faits pour moderniser son carton préparatoire. Et donc, ce tableau-là est très important parce qu'il, en fait, reprend toute la pensée de Léonard à un moment précis dans son atelier. Il réunit tous les dessins préparatoires et il en fait une version de la Sainte-Anne. Ce tableau-là, c'est un état intermédiaire de la composition de la Sainte-Anne. C'est-à-dire qu'à un moment de sa vie, dans les années 1508-1512, Léonard concevait la Sainte-Anne de cette façon-là. Lui-même a essayé de mettre en place cette idée-là. D'ailleurs, ces tableaux nous permettent de comprendre beaucoup de traces que l'on trouve dans notre peinture qui sont un peu incohérentes, qui peuvent paraître incohérentes, mais qui s'avèrent en réalité des idées qui sont ici clarifiées. Je pense par exemple à la sandale de la Vierge, hein, donc sur son pied droit. On a dans notre tableau un liseré le long du pied. Très franchement, et on aurait été incapable de savoir ce que c'était si on n'avait pas les copies d'atelier qui nous montraient qu'en réalité c'était des sandales. Donc ça veut bien dire qu'à un moment, Léonard voulait que sa Sainte-Anne ressemble à ça. Simplement, étant donné que son tableau avait un côté expérimental, qu'il avançait très lentement, il n'a pas pu aller au bout de ce projet. Et puis finalement, suite aux interruptions, au temps qui passe, il a réfléchi à nouveau et il a apporté de nouvelles modifications à ce schéma. Ces versions d'atelier, elles sont très précieuses parce qu'elles nous donnent une image très finie, très achevée de la Sainte-Anne, qui en fait a été laissée inachevée à la mort de Léonard de Vinci. Donc on y voit en fait toutes sortes d'ornements qui n'existent pas dans notre tableau. Entre autres, quelque chose que Léonard aimait beaucoup, que l'on voit par exemple dans la Joconde, ce sont toutes les broderies que l'on voit ici sur les habits des personnages. Et il y en a énormément. Tout le drapé transparent qui est ici est en fait rempli de broderies, et en fait on en trouve partout.
On ne saura jamais à quoi aurait ressemblé le tableau fini, ni même si Léonard voulait vraiment achever sa dernière œuvre, son testament pictural. Aujourd'hui, cet inachèvement fait partie du tableau. C'est sa vérité. Une vérité qui inquiète les quelques membres de la commission scientifique qui continuent à s'opposer à un amincissement plus poussé des vernis. Pour débloquer la situation, Cynthia Pasquali et les conservateurs décident d'ouvrir dans la robe de la Vierge une fenêtre, montrant tout ce que l'on gagnerait en enlevant encore quelques microns de vernis. Le test est présenté au directeur du département. Bon, moi je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant ça que ça, bien évidemment. Je pense que c'est incontestable, c'est-à-dire que personne, en voyant les deux, peut dire j'aime plus ça esthétiquement. Non, c'est pas ça le problème. Ouais, moi, je voudrais quand même dire une chose, c'est-à-dire que soit une chose comme celui-ci, bon, il y a beaucoup de polémiques, il va y avoir beaucoup de pression psychologique, etc. Mais moi, je pense que on est dans quand même une culture du résultat, c'est-à-dire qu'une fois, on sera jugé sur ce qu'on va faire à la fin. Évidemment, la tentation qu'on a tous en tant que historien d'art, et même en tant qu'esthète, c'est de se dire plus on enlève le vernis, plus on se retrouve dans un état qui est satisfaisant parce qu'on a les couleurs, on a etc. etc. Simplement, ou le modelé même peut-être encore plus que les couleurs d'ailleurs. Simplement, moi ça me gêne, si vous voulez, d'aller aussi loin. Compte tenu de ce qu'est le tableau, c'est-à-dire du fait qu'il y a des zones inachevées, qu'il y a des zones qui sont quand même la problématique, même si on a beaucoup gagné, c'est quand même problématique. On a des zones qui sont problématiques ici, dont je ne suis pas sûr qu'on arrive à résoudre aussi facilement que ça. Il y a un problème d'équilibre, quoi. Et alors évidemment, si on va plus loin, on va redécouvrir les choses de façon encore plus belle, mais on va aussi avoir des problèmes qui vont surgir d'autres équilibres, peut-être pas les mêmes d'ailleurs. Et ça me tracasse. Bon. Enfin, esthétiquement, ça vous plaît plus quand même, plus. C'est pas un problème. Pour moi, c'est pas un problème de mon goût personnel. Non, j'arrive pas à vous le faire dire. Mais Vincent, vous avez un goût quand même personnel. Oh oui, j'ai un goût personnel. Ça c'est mieux quand même, non? Allez. C'est pas le problème pour moi. Moi, je cherche à avoir une vision générale du tableau qui soit pas provocante. Voilà. Et qui donc peut permettre qu'on le voit mieux. Ça, c'est pas provocant, elle est tout habillée, la Vierge. On le voit mieux. Enfin, Vincent. Provocant par rapport à l'état initial. Voilà. Parce qu'on finit par oublier l'état initial, en fait. Mais après, mon goût personnel, c'est une autre chose. Je pense qu'eux l'oublient aussi. Hein, eux l'oublient aussi, parce que je pense que personne... Là, si on n'avait pas ces tests-là, personne ne se rappelle plus comme c'était, vraiment. Bah, on voit juste que c'est magnifique. Que quand on le remettra en salle, à mon avis, on regardera si c'est beau ou pas, mais ils n'auront pas du tout la mémoire de ce qu'il y avait avant. Hein. Il faudra qu'on décide. Soit on voit plus loin, soit on s'arrête là, mais il faut savoir c'est ce qu'on fait. Et ce que disait Vincent Pomarène tout à l'heure, c'est que ce qu'il redoutait, lui, c'est que le tableau, globalement, n'arrive plus à trouver sa cohérence, c'est ça? Alors, moi, je pense qu'au contraire, plus on s'approche, plus on lui enlève des choses qui le cachent, et plus on retrouve la cohérence. Je pense que Léonard, il savait ce qu'il mettait dans la peinture pour... même avec les vieillissements... je pense qu'on peut faire confiance à l'artiste. Parce que qui décide que le tableau est déséquilibré? Qu'il faut laisser plus vernis là que là, par exemple? C'est arbitraire. Après de nouvelles mesures de l'épaisseur des vernis sur l'ensemble du tableau, faites pendant l'été, le directeur du département des peintures décide enfin d'aller plus loin dans l'amincissement, mais uniquement dans la robe de la Vierge et dans le ciel. Hasard ou conséquence, une semaine plus tard paraît un article citant des sources anonymes au sein de la commission. « Léonard en danger », proclame le titre, et la suite est de la même encre.
Mais aucun autre journal ne reprend le flambeau, et le commencement de polémiques fait long feu. À l'origine, l'arbre était vert comme il se doit. Mais les acétates de cuivre avec lesquels il a été peint ont viré au brun. C'est le seul endroit du tableau où la couche picturale est définitivement altérée. Mais l'amincissement des vernis permet de retrouver la finesse des détails dans la découpe des feuilles. Il met tellement d'air dans les branches, c'est tellement raffiné des près aussi, c'est magnifique. Ah là, j'ai trouvé plein d'empreintes digitales. Là, c'est une empreinte de bleu, c'est-à-dire que cette dernière couche de bleu clair, il étale avec les doigts parmi les branches des arbres. C'est ce qu'il appelle dans le traité de la peinture les couleurs de l'air. Et donc là, on voit bien qu'il fait ça avec les doigts. Donc ça veut dire que ça pourrait être vraiment ses empreintes à lui. Réapparaissent aussi de minuscules détails d'architecture. Ponts, maisons, silhouettes de villages disséminés dans les lointains, qui intéressent tout particulièrement un des membres de la commission, l'historien italien Pietro Marani. Non, je vais rechercher s'il y a des autres petites maisons ou une petite église, parce que c'est d'usage par Léonard de Vinci de faire des petites maisons dans la partie la plus lointaine du paysage. Et ensuite, de cette façon, avec la lumière rasant de la fenêtre, on peut voir aussi les mouvements du pinceau. Avant, lorsqu'on avait aperçu des fenêtres de nettoyage, c'était un petit choc, voir qu'au-dessus, il y avait une peinture plus claire, des vraies couleurs. Maintenant, c'est comme un tableau de Raphaël. Ce sont des choses molto accostate, molto uniformate. Bella, eh? Mamma mia, questi vedi sono l'acqua, fossili. vedi l'acqua qui, guarda l'acqua. Infatti, il pelo dell'acqua. È bellissimo. Meraviglioso. Cioè lo vedi, noi lo vediamo dall'acqua praticamente questo, Sì, vedi? Questo è sì. immerso. Ed è anche così comprensibile perché questo è più scuro e qui è più chiaro, nel Sì. senso che lì è sotto l'acqua. Sì. E qui c'è questo scalino che verrà fuori una volta ritoccato, vedi? Lei appoggia questo piede su una Su cosa una roccia rialzata. più alta. E lei tocca il pelo dell'acqua. Sì. Questo è meraviglioso, questi tocchi poi sono buoni. Sì. E quindi non ha senso che questa sia terra, Non questa ha l'acqua senso. arriva fin qua sotto e probabilmente sì. dietro al braccio continua in questo fiume. Bravo, cioè Gira secondo me dietro. questa è l'acqua che scende, Sì, vedi? certo. Cioè tutta quest'acqua che ritrovi poi sulle Sì. cascate qui, che qua adesso si vedono molto bene. meraviglia. Questa è una meraviglia, infatti. E tu pensi allora che questa sia una sorta di isola dove stanno loro e dietro c'è, probabilmente era un'idea che lui aveva accarezzato, cioè quella di fare scendere tutta l'acqua fin davanti. O anche se non E un'isola, loro stanno su una comunque... sorta di promontorio, Sì, di montagnola. comunque quest'idea dell'acqua che sta dietro e che riviene davanti con questa... Che è la secondo stessa idea me- del battesimo di Cristo, dall'acqua che scende Sì. dietro e arriva... La phase de nettoyage commencée en avril est enfin terminée. Le tableau a reçu une nouvelle couche de vernis qui fait resplendir sa palette. Seul un petit carré jaune, conservé en haut, au bord, témoigne de l'état dans lequel se trouvait le tableau quelques mois plus tôt. Au-delà des taches et des couleurs dénaturées, c'est tout le sens de l'œuvre qui était faussé. Écrasée par les vernis, elle était sans volume ni relief. Ne ressortaient plus que les contours des personnages qui inspiraient la plupart des analyses. Une des plus célèbres et des plus singulières étant celle de Sigmund Freud.
qui voyait dans la découpe de la robe de la Vierge la forme d'un vautour dont la queue touchait la bouche de l'enfant et qui en déduisait l'homosexualité du peintre. Pendant longtemps, on a essentiellement vu ce projet de la Sainte-Anne comme un problème intellectuel du choix d'une composition. Pourquoi ? Parce que la peinture n'était pas d'un accès facile. La peinture, au tout début du XIXe siècle, quand elle est au Louvre, on pense qu'elle n'est pas de Léonard. Après, on pense qu'elle est ruinée. Après, on se dit elle doit être inachevée, mais on ne sait pas trop dire où. En fait, on n'arrivait tout simplement pas à savoir ce qu'il y avait sous ces vernis. On n'arrivait pas à parler de cette peinture. Et maintenant qu'on découvre ce tableau, et puis par le biais de toutes sortes d'autres découvertes qui ont pu être faites en parallèle avec cette restauration, on se rend compte qu'en fait, la Sainte-Anne, le projet de la Sainte-Anne pour Léonard, c'est un projet pictural. C'est celui d'une exécution picturale. Il est face à un panneau qu'il ébauche et qui va garder pendant plus de 15 ans avec lui. Donc c'est un problème de peinture essentiellement. Et ce problème de peinture, c'est seulement aujourd'hui, à la fin de ce nettoyage, qu'on a enfin les clés pour le comprendre. L'évolution fragmentée mais continue de ce projet à travers 15 années de méditation, donc une part intellectuelle, mais en même temps de savoir-faire pictural extraordinaire. Et quand il se lance dans ce tableau-là, on voit qu'il se lance avec une maestria, avec une liberté qui était insoupçonnable, qui était invisible auparavant. N'importe quelle peinture, aucune peinture du XVIe siècle n'est peinte comme ça, en dehors de la Joconde. Probablement. On peut imaginer sous les vernis. Tout ce nœud, tout ce morceau va prendre une consistance beaucoup plus forte, une densité beaucoup plus grande, et ça va faire passer un peu ça derrière. Un peu, relativement, pas complètement. Mais ça, parce que là, on a en effet aussi cet effet d'usure ici. Le tableau nettoyé est présenté à la Commission internationale. Tout le monde approuve le résultat. Mais deux problèmes non résolus relancent les discussions. À droite du tableau, au pied de l'arbre, apparaissent de vagues troncs que le directeur du département a décidé de conserver. Il s'agit très probablement de repins, mais rien ne permet de savoir si Léonard a voulu figurer à cet endroit un seul tronc ou plusieurs. L'autre problème, du côté opposé, c'est cette ligne droite qui marque l'horizon avec une brutalité totalement étrangère à Léonard. Là aussi, il s'agit sans doute d'un repin, mais en l'état actuel, il est impossible de comprendre ce qui se cache derrière. Sur les clichés qu'on a vus tout à l'heure là d'infrarouge, on voit quand même qu'il y a une forme qui est beaucoup plus des collines, c'est des collines qui vient en dessous. Ouais. Donc ça sous-entend que le bleu va plus bas. Oui, non. Ah, moi je pense que si. Regardez. Alors ça, c'est les collines. Ça, c'est un vert qui est comme celui-ci. Vous le sentez pas le bleu là? Moi je le vois. Non, ça c'est le vert qui est là. Je pense que Vincent Je suis pas sûr. Très clairement, cette partie-là, à partir du moment où on n'a pas de preuve précise de la différence entre la zone repeinte et la zone originale, on n'y touche pas. Pour moi, c'est très clair. Vraiment, c'est une zone qui a été beaucoup étudiée par les chercheurs du laboratoire, et ils le disent même, Myriam l'a dit tout à l'heure, pour l'instant, on ne peut pas apporter la preuve qu'il y a une différence entre la partie repeinte et la partie originale. Et pour moi, ça, très clairement, ça doit nous empêcher de l'enlever. Hein. Mais pourquoi il y a ça? Parce qu'on a vu cette transparence accrue, et on a cru bien de continuer. Peut-être, mais on n'en sait rien. On n'en sait rien. Il faudra sans doute de longues années aux conservateurs et aux chercheurs pour résoudre le mystère de cette ligne. Mais en attendant, on a trouvé une solution provisoire pour la faire disparaître. C'est vrai que ça va mieux comme ça. C'est la toute dernière étape, la réintégration, la réparation de tous les accidents mis à jour par l'enlèvement des repins. Quelques fentes plus importantes sont d'abord bouchées avec un mastic spécial. Mais pour la plupart des lacunes, de petites touches de peinture acrylique suffisent. Elles sont posées en glacis, par fines couches superposées. C'est l'addition des couleurs qui donne le résultat souhaité. Le matériau est moderne, mais la technique est la même que celle de Léonard. Les centaines de lacunes sont ainsi traitées une à une.
La réintégration, c'est quand même une chose qui vous pouvez enlever. Vous voyez, c'est un geste réversible. C'est-à-dire que si vous faites l'intégration qui n'est pas adaptée, ou vous pouvez l'effacer et recommencer, alors que le nettoyage, c'est un geste irréversible. Une fois que vous avez enlevé une couche, vous l'avez enlevée. C'est paradoxal, c'est ce que je vais vous dire, parce que c'est une opération, comme je vous ai dit, que c'est plus relax du fait que vous n'enlevez rien et sous laquelle on peut revenir. En même temps, vous analysez tout le temps la surface pour ajuster la couleur, peut-être plus que dans l'allègement. Donc effectivement, j'ai peut-être un regard plus inquiet, alors que c'est moins inquiétant comme intervention. Au fait, j'essaie de comprendre. Vous essayez de comprendre ce que vous voyez. Qu'est-ce qu'il faut que je mets pour avoir un minimum d'apport, un maximum de résultats? Ce qui est beau, c'est que tu fais passer l'original devant. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que tu fais quelque chose qui fait que tout l'original ressort, n'est plus... C'est fou, hein, t'as vu? C'est ça mais qui est incroyable. en faisant très peu, au fait. Et ça le met en valeur. Hein. La réintégration, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Mettre en valeur l'original. On voit plus le trou, on voit ce qui est à côté. C'est un peu le coloriage, hein. Ça s'apparente à ça, la réintégration. Hein. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on comble les trous. Ouais. On ne déborde pas. Et si on est sage, on n'a pas débordé, après on a l'image, vous voyez? Commencée en juillet 2009, la restauration de la Sainte-Anne de Léonard de Vinci s'est achevée le 15 février 2012.